Bonjour, bienvenue pour cette dernière présentation de la matinée. Avant qu'on commence la présentation, juste quelques petites informations après coup. Quand le talk sera fini, il y a 2 endroits où vous pouvez profiter du lunch. C'est en dessous à l'auditorium A, où il y aura tous nos sponsors Gold et Platinum, et où vous pouvez aller au Globe aussi, où il y a les sponsors Silver et aussi de nouveau le Platinum qui sont là-bas. Et il y aura exactement le même traiteur, tout. Donc choisissez, allez d'un endroit à l'autre, profitez, visitez, on est au CERN. Alors, 50, donc on continue nos bonnes habitudes de ce matin. On va avoir, ça va nous mettre en appétit, tiens, vis-à-vis du titre. On a la chance d'avoir Marcy et Stéphane qui vont nous partager un excellent retour d'expérience. Je me réjouis moi-même, donc à vous. Merci beaucoup pour la présentation. Plaisir de voir tout le monde. On voit quelques amis, on voit quelques collègues, même nos utilisateurs, donc c'est très cool pour le talk. Également, plaisir de te voir Stéphane, encore une fois sur une scène pour une conférence. Moi aussi, c'est un grand plaisir d'être là avec vous tous aujourd'hui. Tu me permets, je sois un peu honnête, tu sais, toute la préparation pour la conférence, c'est long, on n'a même pas eu le temps de s'échanger. Tu peux me rappeler, qu'est-ce que tu fais le week-end prochain ? Alors, le week-end prochain, on va mettre en production, on va mettre à jour tous nos clusters, 400 clusters de production dans le monde financier, dans une grande banque à Genève. Oui, merci beaucoup de me rappeler, en effet. Tu sais, des fois, je me dis, comment est-ce qu'on est arrivé à cette quantité de clusters ? Mais avant de vous dire toute cette histoire, je propose, on se présente, vous ne connaissez pas tous ? Donc bonjour à tous, moi c'est Stéphane, ça fait une quinzaine d'années que j'ai fait du dev, et puis ça fait après 7-8 ans que je travaille dans la partie plus infra de la banque, Platform Engineering, je m'occupe de Cube depuis 1.10. Et moi, je suis Marcy, je suis product owner, j'adore créer des plateformes et j'adore écouter, comprendre les utilisateurs et leurs besoins surtout. Et je pense qu'avant qu'on démarre notre histoire, c'est important qu'on parle un peu de pourquoi, surtout le pourquoi on existe. En tant qu'une équipe Kubernetes dans une banque privée, c'est quoi notre but, c'est quoi notre objectif et les raisons d'exister notre corps métier. En fait, nous avons des développeurs qui vont livrer des applications fantastiques tous les jours à la banque. Et notre job, c'est de leur offrir une possibilité, une autoroute, un moyen de les déployer sans friction, sans les stops, de la manière stable et sécure. En fait, on doit leur permettre de donner une possibilité de livrer la valeur à la banque très rapidement. Notre contexte, c'est que nous avons 500 utilisateurs directs qui sont donc ces développeurs. Ils vont gérer 400 applications, on les appelle plutôt les produits, c'est une constellation des applications. Et nous, donc, à notre tour, notre mission, c'est de leur donner une hosting plateforme multi-usage pour pouvoir qu'ils streamlinent leur déploiement. Mais du coup, je reviens à la question d'avant, c'est pourquoi tout a commencé ? Donc en fait, avant Kubernetes, le même usage, tout ce qu'on vient de dire avant, on le livrait déjà, mais avec beaucoup de ticketing, avec des VM sur des Linux ou des Windows, mais beaucoup de ticketing et beaucoup d'esprit d'équipe. Donc il fallait ticketer sur beaucoup de choses, un peu de réseau, un peu d'install, des choses comme ça. Et on arrive à beaucoup de discrépancies. Donc chaque système, chaque appli était un petit peu installé avec son petit fine-tuning. Donc au bout d'un moment, on a peut-être 10 000 VM dans la banque. Et monter comme ça, on en avait quand même beaucoup qui étaient comme ça. Et après, le release management, si vous devez patcher l'OS, ça devient très très compliqué. Mais là, ce que tu m'expliques, j'ai le sentiment qu'on fait beaucoup différent maintenant. Qu'est-ce qui a changé depuis ? Donc voilà, rapidement, le game changer, c'était les containers. Donc là, on se dit cool, on va pouvoir un petit peu mieux contrôler ce qu'on met dans notre application, un peu l'environnement de notre application. Mais maintenant, est-ce qu'on remet ça, est-ce qu'on ship ça de nouveau au même endroit, dans nos VM, est-ce qu'on garde le même ticketing, est-ce qu'on garde le même process? Et là, on s'est dit, tiens, il faut peut-être un petit peu se réinventer. Et là, il y avait des moyens de faire tourner nos containers sur différents systèmes. Mais déjà, les containers, tout le monde dit que c'est génial. Voilà, donc on pouvait avec cette portabilité, mais il a fallu commencer à faire un choix sur quelle plateforme on allait les faire tourner. Donc là, on est quand même quelques années en arrière, donc c'est Docker, ça c'est vraiment la hype de Docker. Et là, on avait la possibilité de shipper sur 2 types de grosses plateformes, du Docker Swarm ou Kubernetes qui commençait un petit peu à arriver.
L'équipe projet, elle a monté tout sur Kubernetes. On a testé les deux solutions. On a testé aussi un petit peu il y avait du Rancher 1, des choses comme ça. Mais on a préféré tout monter sur du bare metal et des VM. Donc les control plane étaient sur des VM. Et du bare metal, on a acheté des petites barres comme ça, qui sont des petits serveurs en lame. Et s'il y a un problème, vous pouvez les enlever et les remettre. On a tout automatisé aussi. PXE, donc vous mettez une barre, PXE, automatiquement, le nœud il rentrait dans le cluster. Donc on avait un gros cluster, 1.10, pour commencer à onboarder des utilisateurs. Pas de KubeADM, pas de raccourci. L'équipe projet a fait un super boulot avec tous les outils qu'on avait, un peu de Puppet, un peu de Matchbox pour provisionner automatiquement les nœuds. Mais on a suivi le tuto de Hardware, je ne sais pas si on commence avec ça. Il faut, voilà, vous devez tout poser, les certificats, les choses, un petit peu tout à la main, un petit Vault qui nous génère les certificats. Mais on avait 3 belles plateformes. Après, on a doublé aussi parce qu'on a 2 grosses business lines. Donc on avait 6 grosses plateformes comme ça, bare metal. Une prod, une staging et une dans notre site de disaster recovery. Donc on avait 6 gros clusters bare metal à manager. Ok, du coup, d'après ce que je comprends, tu expliques plutôt le V1 de Cube. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tes utilisateurs, quelle adoption ils avaient? Donc c'est une super adoption. Donc si vous étiez dans un mode très ticketing, il faut demander beaucoup de choses. Nous, ce qu'on offrait là, c'est une première approche. Vous allez être un peu en self-service, un peu autonome, un peu DevOps. Vous n'allez pas forcément toujours demander à quelqu'un de l'autre côté qui va devoir déployer ou faire des opérations pour vous. Vous recevez un namespace et là, vous êtes assez libre. On a donné quelques exemples de charts. On a expliqué un peu comment faire des containers. Et là, les équipes ont commencé à avoir de l'autonomie pour shipper, pour faire leur mise en production. Et nous, on était en dehors de ce game-là. Voilà. Et du coup, là, on arrive très gentiment donc en 2021 à peu près, et je crois que c'est l'année où je rejoins ton équipe, juste. Et quand je me préparais à mon rôle, tu sais, j'aurais attendu qu'on commence à faire le cube 1.21 à ce moment-là, mais quand je suis arrivée à l'équipe, on faisait 1.10. Tu peux m'expliquer un peu 12 quand même. 12, pardon. Non. J'ai patché 2 fois ce cluster. Ces gros clusters, j'ai passé 2 versions. Oui, deux grosses raisons en fait. Une raison organisationnelle, c'est qu'on était aussi en mode projet. Donc on fait des projets, puis après on fait d'autres projets. Donc je fais plein d'autres projets, on fait du cloud, on fait des zones sécurisées, on fait d'autres trucs très sympas. Mais on a un peu oublié que monter une team pour un projet, mais après Cube, voilà, on a un peu appris que c'est pas quelque chose qu'on a monté puis qui va vivre comme ça, comme on avait l'habitude peut-être de laisser des produits un peu vivoter comme ça, avec plus le vendeur qui venait derrière nous titiller pour le mettre à jour. Et après l'upgrade, on s'est dit tiens, il faut quand même qu'on le fasse. On a eu gros impacts. Si on changeait l'OS du nœud, par exemple, il y avait certaines vieilles images qui avaient des impacts au niveau du DNS, ce genre de choses. Et quand on a regardé la plateforme, il y avait 150 produits. Donc vraiment produits, hein, c'est des teams différentes qu'il faut coordonner. Donc c'est pas juste 150 pods. Donc 150 produits à coordonner. S'il y a un produit qui ne fonctionne pas en staging, il faut aller le voir, il faut qu'il patch, il faut qu'il augmente. On a un 12, on parle de 20. Donc déjà, il y a 3 bonnes grosses versions majeures à passer par année. Rattraper le retard, ça devient très très compliqué. Donc là maintenant, je vais te donner encore une question qui est très simple, mais à la fois très violente. Quelles étaient les options de sortir de cette situation? Voilà, donc patcher, et aussi faire patcher les objets. Donc on a commencé avec des objets qu'on a laissés en bêta. Les gens pouvaient faire l'ingress bêta, ils pouvaient changer, prendre un peu tous les objets. On découvrait un peu une plateforme Cube aussi, ce que c'est. Donc on leur a laissé un peu tout utiliser. Mais du coup, si vous mettez à jour le cube, il y a des objets qui sont dépréquêtés, donc il faut commencer à les chercher, il faut parler aux utilisateurs, vous devez fixer, vous devez changer vos objets. Donc ça devenait très difficile. Ou rebuild, donc reconstruire quelque chose. Donc on dit tous, ne le faites pas. Mais là, on s'est mis dans une situation tellement compliquée, on a dit, OK, on fait une nouvelle plateforme next-gen, et parallèle run dans les 2 plateformes, et puis aussi un gros Big Bang. On s'est dit, vu qu'on change, on va aussi leur changer un petit peu leur manière de shipper. On va essayer de mettre des nouveaux outils pour eux, pour les aider, donc Argo et ce genre de choses qu'on va vous expliquer. Mais il ne fallait pas seulement changer la technologie, je devine. Je crois qu'on s'est promis de changer aussi le mindset. On s'est dit, voilà, on s'est aussi fait challenger. On dit, ouais, on promet au management, on fait une nouvelle plateforme, elle est géniale, mais ils nous ont tout de suite challengé, mais qu'est-ce qui va faire que vous ne serez pas dans la même situation dans 3 ans, quoi, à de nouveau pas arriver à patcher ou pas release manager, quoi. Donc il a fallu vraiment changer un peu le mindset. On leur a aussi demandé de passer en mode produit par rapport à des projets, quoi.
Et le changement que nous, en tant qu'équipe, on s'est promis au tout début de la construction de la plateforme, c'est vraiment de changer le mindset et faire un mode produit. Parce que les plateformes excellentes, ils peuvent être créées qu'avec une équipe produit. Donc, il faut remettre au centre, en fait, de toute cette problématique bien complexe et bien technique, une équipe qui travaille ensemble, qui ont les mêmes goals, qui sont alignés. Et on ne le fait pas en mode projet, on prend les gens à gauche, à droite, et après, il y a la connaissance qui est perdue et n'est plus là. C'est très important. Ce que je peux dire, c'est que dans notre équipe, je constate certaines qualités qui nous font avancer de la façon très cool et légère. Moi, je ressens tous les jours du respect, de l'ouverture, de l'engagement, du courage et le focus. Et je pense que c'est grâce à ces qualités-là qu'on a développé tous ensemble, comme une petite équipe Kubernetes, c'est qu'on arrive à avoir cette mindset, cette dynamique d'expérimentation. Donc, on va apprendre, on va voir les utilisateurs, on va appréhender cette nouvelle information et en fonction d'eux, on va corriger nos tirs et on va être très agile grâce à ça. Deuxième chose, je pense qu'il faut parler de la qualité. Dans notre monde, la qualité, ça se traduit par la stabilité. Vous, je pense, savez tous qu'une plateforme qui a beaucoup d'incidents, c'est une plateforme que personne n'utilise. Donc si les utilisateurs ils ont peur d'y venir, c'est quelque chose qui est non utilisable et simplement on n'a pas de user. Et pourquoi l'automation à la fin? L'automation, parce que sans ça, tu es mort. Avec ton user qu'on a, on ne peut pas se permettre d'avoir les choses qui sont faites de la façon manuelle. Et en fait, simplement, l'automation, elle crée la scalabilité, ce qu'on avait besoin. Et le self-service, on ne voulait pas du ticketing. Enfin, on ne pouvait pas absorber du ticketing avec 500 personnes. Ouais. Deuxième chose qu'on a décidé de changer, c'est de bien connaître nos utilisateurs. On croit en équipe. Dans notre équipe, c'est qu'il faut prendre du temps pour connaître les users. Il faut connaître leurs besoins, il faut les écouter et de comprendre. Parce que simplement, dans notre contexte, tous les PM, donc Product Manager, Product Owner, ils sont libres à choisir leur solution de hosting pour leur app donnée. Il n'y a rien qui les oblige d'utiliser notre plateforme. Donc si on veut qu'ils continuent à utiliser la plateforme, elle doit être stable, efficace, mais aussi très agréable à utiliser. Donc c'est à nous d'aller chercher leurs besoins, de leur comprendre et de proposer les solutions qui sont importantes pour eux. On croit également que l'adoption, c'est quelque chose de très important aussi. Il faut aider les utilisateurs à pouvoir commencer à utiliser la plateforme. Il faut travailler sur l'adoption, il faut y passer du temps. Et également, il faut co-construire avec les users. Il faut leur donner une opportunité de donner leur avis. Il faut trouver des mécanismes via lesquels ils vont pouvoir proposer des améliorations, les nouvelles features, nous challenger, nous prioriser avec nous. Et je pense que c'est un exemple très bien de co-construction avec des users. Donc on a une belle opportunité, c'est qu'il y avait un gros projet de plateforme digitale. Et ce produit que la banque voulait acheter venait avec des containers et des charts. Voilà. Le vendeur, c'était microservice, donc il venait rentrer comme ça dans la plateforme. Et on a fait un POC sur la plateforme V1 et on a eu beaucoup de problèmes parce que c'était pas hyper facile, hyper friendly, c'est RGP, hein, donc on est locké on-premises. Voilà, il y avait pas mal de choses à setuper, il y avait pas mal de petites choses un peu dédiées au dev interne. Donc là, on arrive avec des charts qui viennent de l'extérieur, des containers qui viennent de l'extérieur. Du coup, on s'est dit, on va les onboarder dans la nouvelle plateforme et on va souffrir un petit peu avec eux. C'est un gros produit, donc c'était assez cool. Et on a tout de suite, dès Day One, ils ont accepté, ils ont onboardé avec nous sur la plateforme. Donc on a construit ça quand même pendant 2-3 ans. Hein, donc les features sont venues petit à petit. Et nous, notre grosse problématique, c'était de sortir tous nos users sur cette plateforme Cube Bare Metal V1 qui était quand même assez à risque pour la banque. Et la troisième chose dans le mindset qu'on s'est promis de changer, c'est qu'il ne faut pas impacter le user. Et vous m'entendez bien, je ne parle pas ici de l'impact des incidents, c'est par défaut on n'en veut pas, on gère la production bancaire, mais c'est plutôt tout le travail qui est fait par les équipes infra en coulisses. Donc aucun de nos releases ne doit jamais casser une application, parce que si on casse les applications avec les releases Kubernetes, nos users ils ont peur, ils vont nous donner des stops. Il faut qu'on trouve des moyens créatifs et on ne perd jamais le contrôle de release management. Parce que sinon, on a encore une fois perdu et on a fait la même erreur. Il faut recommencer.
il faut connaître bien leurs besoins, non seulement parce qu'on s'intéresse à eux, mais pour donner les fonctionnalités qui sont nécessaires pour eux, mais de la manière la plus safe possible. Il faut choisir les fonctionnalités qui sont stables et pas en alpha, parce que ça ajoute un risque que pour la prochaine release, ça va être non compatible, et on va réintroduire des breaking change et on va redépendre des users. Et en fait, si on fait tout ça, on devient très libre pour faire les changements d'infra et on puisse continuer à nommer de la façon très cool. Donc ça, c'est un peu nos guidelines qu'on s'est mis pour construire la plateforme. Et qu'est-ce qu'on a mis aussi en place pour vraiment reprendre le contact avec nos users? On a plein d'exemples pour tous les goûts. En fait, on a commencé par les choses qui sont très simples mais qui fonctionnent bien. Il faut la documentation qui soit nickel. Avec beaucoup d'users, vous n'arrivez pas à les expliquer à chacun comment faire. Comment utiliser la plateforme. En fait, s'il vous envoie un message en privé et vous n'êtes pas capable d'envoyer le URL avec la réponse, ça veut dire que la doc, il n'est pas nickel. Faites la doc. Nous, on a choisi MKDocs et on adore notre doc, il est à jour, ça marche bien. Deuxième chose, qui était un peu créatif, non standard dans l'environnement de banque, on avait introduit un rituel qui s'appelle Genius Bar, on a un peu copié Apple, mais le but c'est le même, c'est que nos collègues ils viennent vers nous quelques fois par semaine et nous on s'engage vraiment à être beaucoup de personnes de l'équipe pour pouvoir vraiment expliquer la plateforme, pour pouvoir leur aider, débloquer et leur apporter les services vraiment très personnels et real life. Et aussi pour que l'adoption soit beaucoup plus facile pour aplatir cette learning curve, disons. Mais une fois, je me rappelle que quand ils ont compris la plateforme et comment l'utiliser, ils ne sont pas revenus avec des questions, ils sont revenus avec quelque chose d'autre. Donc voilà, après, on a commencé à voir tous ces gens, on leur a présenté la plateforme pour qu'ils se projettent dans leur migration, qui là était une migration vraiment compliquée pour eux. Il fallait qu'ils apprennent la nouvelle plateforme et qu'ils montent en compétences. Il y avait aussi un peu de priorisation. Tout le monde voulait y aller, tout le monde voulait avoir des clusters, donc nous on ne pouvait pas les livrer non plus trop vite. Dans l'infrastructure, on n'avait pas les capacités de tout monter très rapidement. Donc on a mis aussi un rituel de les voir toutes les semaines, une demi-heure. Maintenant le rituel se passe plus vite et on leur explique tout ce qu'il y a sur la plateforme. Une transparence totale, les incidents, la capacité, tout ce qu'on fait, on a une transparence et on leur demande de prioriser. Ce n'est pas nous qui décidons quel projet est plus prioritaire, c'est à eux d'un peu d'expliquer, de venir avec leur use case. Et aussi, ça de day one, on a interdit tout changement dans les clusters à la main pour un user. On avait cette habitude, on appelle quelqu'un, on nous aide, on est très teamwork dans la banque, c'est cool. Mais là, non. Parce que si on commence à faire du kubectl dans les clusters, on ne sait plus ce qu'on a donné aux users, on ne sait plus ce qu'on leur a changé et on ne peut pas avancer après. Donc si quelqu'un voulait quelque chose, on s'est inspiré des KEPs dans la communauté Kubernetes. On a fait la même chose. Faites une PR dans notre repo, on décrit ce que vous voulez. Donc déjà, ça fait un peu réfléchir les gens tout de suite vouloir une feature. Et puis on la priorise, et puis ou on explique pourquoi on ne veut pas l'implémenter, pourquoi on ne peut pas l'implémenter, ou on va l'implémenter, puis elle rentre dans la roadmap. Donc voilà, du feedback, les choses assez standards après, monthly demo, et puis la Kube School. Ça, c'est venu de l'équipe aussi, pour un peu centraliser, parce qu'au User Inside, vous voyez des gens, vous leur expliquez les choses, puis là on dit tiens, on va prendre un peu des groupes, donc des fois on fait des après-midi entières, on prend tous les DevOps qui ont envie d'apprendre la plateforme, donc on ne sait pas une formation Cube, hein, il y a assez de tutos, on explique un peu comment marche la plateforme, donc là on va vous expliquer après un petit peu la nouvelle plateforme. Ouais. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Alors, après, je peux te donner les use cases de la plateforme. Je vais l'introduire. Après, c'était d'expliquer un petit peu les différents use cases, les différentes topologies qu'on a sur la plateforme. Donc, tous nos users, en fait, ils ont différentes topologies. En fait, on a différents clients qui vont venir être hostés chez nous. Ça peut être des applications qui sont monolithiques, pas du tout two factor, on les accepte, on les aime bien en fait, on en a plein. Ça peut être aussi des produits qui sont très métiers, qui auparavant étaient des centaines et des centaines de VM, donc ils sont aussi bienvenus chez nous. Ça peut être des produits vendeurs qu'on va intégrer à la banque, ou ça peut être même des produits qui sont pure infra, comme les stacks ELK ou Kafka. Mais du coup, en étant donné qu'on a beaucoup de use cases, est-ce que leur développeur expérience elle est différente dans chaque case? Donc voilà, on a essayé de fournir une seule expérience sur Kubernetes pour hoster quelque chose au final, à la limite Kube, peu importe. Donc on a pris Argo CD, c'est un outil qu'on adore. Tous les users, je pense qu'ils l'aiment beaucoup. Ils ont une vision de ce qu'ils déploient, ils ont aussi une vision de runtime. Enfin, ça, c'est vraiment très cool.
Et donc voilà ce qu'on gère au final. Donc on a nos mêmes clusters sur Amazon pour la Software Factory, donc la partie compagnie qui développe sans vraiment les données internes on-premises. Et puis on-premises, on a toujours 3 environnements standards pour qu'ils puissent faire avancer leur déploiement. Donc voilà, donc là, toutes les équipes sont totalement autonomes là-dessus. Moi, je ne sais même pas combien il y a de déploiements par jour, par mois. On pourrait aller voir dans Argo, on en a un compte, mais énormément. Et nous, on n'est pas dans ce game-là. Une fois qu'ils ont les accès sur leurs produits, ils sont totalement autonomes. Et on a bien aussi séparé les rôles et responsabilités de la plateforme. Mais du coup, vous imaginez bien que toutes ces personnes, elles ont besoin de tirer les images, avoir des M-charts. Comment est-ce qu'on gère tout ce chaos? Voilà, dans la première version, on leur a un peu expliqué comment faire, mais après, eux, ils doivent shipper du code métier. Donc ce qui est intéressant, c'était aussi de revenir à ramener une image de base. On est parti sur Debian, on met les CACERT, et on fait différentes Python, JDK, Node, et puis un Helm chart de base. Donc à la limite, si vous avez juste un peu de code à shipper, vous le mettez dans un container, et vous remplissez un values, et puis c'est terminé. Vous n'avez pas besoin d'un expert Helm, ou pas un expert Cube à la limite. Un peu des principes de base, mais voilà, donc on arrive comme ça à bien onboarder les gens pour déployer dans la plateforme. Ok. Et maintenant, on va zoomer juste sur un cube. Comment est-ce que nos cubes ils sont faits? Donc voilà, donc on est avec toute notre expérience de Vanilla Kubernetes Cluster bare metal, on s'est dit on va continuer avec ça. On avait aussi installé OpenShift pour un produit. On a regardé un petit peu ce qu'on pourrait faire un win-win, prendre tout OpenShift. Il y avait aussi Tanzu et tout ça. Donc on a un petit peu regardé avant de vraiment décider de repartir sur la même stack. Des composants CNCF, pratiquement 100%. On n'aime pas trop quand il y a certains rachats et puis après on doit rechanger. Donc on a essayé de prendre, surtout avec du CNCF, une définition d'un cluster et un petit tooling. On a pris Kubespray au tout début. Donc Kubespray nous a aidé à onboarder la plateforme très rapidement. Donc on a eu très vite quelque chose. Et après, c'est une recette qui est assez générique, qui fait beaucoup d'use case. On s'y perd un petit peu, donc on a juste recentré, on a pris KubeADM directement avec notre kubectl, notre kubectl, Kubernetes Enterprise Ops CTL. C'est un petit tooling en Python qui permet de piloter KubeADM et faire le day-to. On gère aussi l'infrastructure, hein, donc on fait toute la stack, on crée les VM, on installe l'OS, on le patch et on fait le day-to avec tout ça. Et puis avec des charts Helm, on ship les composants, je vais détailler après un petit peu les features qu'on doit donner de base. Flatcar, on adore, c'était CoreOS à la base, donc le Kube V1 était fait avec CoreOS, c'était le fork de CoreOS quand il a été racheté. Maintenant il arrive dans la SNCF, pour nous c'est très cool. C'est un OS immutable, on peut le réinstaller par-dessus, on peut le détruire. C'est très très bien, avec un petit initian pour le bootstrapper. Bon, Kube, standard. Cert Manager, ça c'est bien sûr pour livrer les TLS à nos users, ils n'ont rien à faire. Le Envoy pour le Lingress, et après une stack d'observabilité, et Kyverno pour un petit peu les contraindre. Ouais. Donc voilà, donc chaque fois que vous avez un cluster, voilà tout ce qu'on chiffre et tout ce qu'on doit faire. Donc du GitOps, automatiquement il est inscrit dans Argo CD, vous pouvez aller pousser vos charts et puis ça se déploie tout seul. Bien sûr l'Ingress plus le Cert Manager automatique, des network policy pour protéger, ou isoler votre produit, le Seal Secret, donc tout ce qui est des secrets, comme ça ils peuvent les encrypter. Piniped pour qu'ils puissent se loguer, faire du kubectl. On fait un airbag assez fin, donc ils ne peuvent rien créer avec des commandes, ils doivent tout passer par le GitOps. On veut que tout soit dans le GitOps, qu'ils aient rien, que nous, en limite, on peut détruire les clusters et les recréer. On sait ce qui est dans main, c'est la vérité, c'est ce qu'ils veulent faire. Argo CD aussi, on ne leur a pas laissé faire du sync, on fait auto-sync, c'est-à-dire que nous, on veut ce qui est dans le Git, c'est ce qui est dans le cluster. On veut pas que, après, on ne sait pas s'ils ont cliqué sync ou pas sync, ou s'ils ont laissé parce qu'ils n'ont pas osé faire leur map, ce genre de choses, quoi. Et après du monitoring. Et aussi, nous, notre responsabilité, c'est de supporter le disaster recovery. C'est-à-dire que quand on prend la responsabilité d'une application pour eux, on doit être capable de la remonter dans un autre site. Donc nous, on ne fait pas du actif-actif multisite, on fait région. Donc on a une région qui tombe, on doit tout remonter dans une région en 4 heures. Et je vais revenir un petit peu après dessus. Ouais. Donc voilà, même feature, même comportement, et comme ça, on va pouvoir scaler tout ça. Mais du coup, je pense que vous vous en doutez que toutes les centaines de clusters qu'on a, on ne va pas aller à la main les changer pour les manager. Donc une fois qu'on avait un peu notre tooling qui permettait de manager, de faire le day-to d'un seul cluster, on s'est dit comment on va gérer ce... il y avait de la demande, en fait on avait 100 produits à déplacer, on en a fait 100, mais après il y avait beaucoup de demandes. On est dans Cube, on s'est dit tiens on va regarder un peu les opérateurs. Donc on a monté un opérateur, on a défini une CRD qui définit notre cluster, et automatiquement on va lancer notre tooling dessus et pour synchroniser. Donc on va out of sync ou pas, on arrive à peu près à faire, on s'est beaucoup inspiré aussi de Argo CD pour ça.
Si on passe au suivant. Voilà. Donc le but de l'opérateur, c'est de provisionner, bootstrapper, configurer, de l'enregistrer aussi dans Argo. Et à la fin, c'est de réconcilier. Si je veux un nœud de plus, je commit dans la CRD, je veux un nouveau nœud, et automatiquement, ça se met à jour. Les montées de version, ce genre de choses. Donc voilà un petit exemple d'une CRD qu'on a montée. Un peu la définition, l'identité, la topologie. Donc on fait des clusters un nœud, ça, on s'appuie sur la HA du système en dessous, VMware. Donc on fait beaucoup de petits clusters un nœud. Par contre, tout le setup, la manière de déployer, c'est la même. Un petit peu de target, un peu de setting, de feature flag sur certaines choses. Par exemple, si on ne veut pas d'Argo CD, c'est possible, on l'enlève. Et puis après, la topologie des nœuds. Voilà. Et puis là, si vous êtes voir un petit peu le schéma d'Argo CD, c'est un peu ça. Donc un opérateur, on ship avec Argo toutes nos configs de cluster. Et puis on a un petit opérateur qui va lancer notre kubectl, donc c'est un petit pod avec notre tooling. Et puis il fait la synchro, il nous renvoie si on est out of sync. Donc en fait, on a un plan et un apply. Et puis on a une UI qui permet de réconcilier tout ça. On sait si les clusters sont out of sync. Et on peut scheduler les apply quand on veut. Donc comme ça, voilà, les ramp-up de changement où quelqu'un nous dit j'aimerais augmenter la mémoire de mon cluster, mais à 9 h le soir ou à 10 h le soir parce que mon business ne travaille pas dessus, ben on le schedule et puis ça se passe automatiquement comme ça à travers l'opérateur. Fantastique. Je pense qu'on peut commencer à faire la conclusion. Donc, ce qu'on sait, c'est que on a fini la migration totale. Donc, on était en parallèle run pendant longtemps et on a pu terminer la plateforme 1 qui est en 2025, donc cette année. On sait qu'on a fait à nos utilisateurs, et on est désolé, vivre la pire migration possible parce qu'on a changé leurs habitudes, on a changé les tooling, on a changé même l'endroit où ils mettent les images. Tout ce qu'ils connaissaient avant, ils ne connaissaient plus maintenant. Mais en fait, aujourd'hui, on a 1700 clusters et quelque part, c'est comme, on peut le prendre comme la signature du fait que toute le nouveau mindset, on a vraiment essayé de ne pas se trahir et continuer à le respecter tout au long. Donc la nouvelle plateforme, elle est aimée dans la banque. Elle est beaucoup utilisée parce que la migration, on a fait 150 applications et aujourd'hui, on a 400 en production. Et d'où vient ces 1700? C'est qu'un produit, au minimum, va recevoir 15 environnements. Cloud, intégration, CTLQ et production. Donc c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre-là. Et je veux rajouter, la promesse qu'on a essayé de leur donner, c'est que si vous avez des Linux, ce genre de choses, bah, vous devez de temps en temps mettre à jour l'OS, ce genre de choses. Donc là, on leur a dit, si vous vous mettez dans un container, on va essayer de plus vous impacter sur l'infrastructure. Donc c'est ce qu'on essaie de tenir. Donc nous, on upgrade l'infrastructure et eux n'ont plus rien à faire. Leur container, il est packagé dans la plateforme et qu'on leur fait plus de ces grosses migrations comme ça. Ouais. Et notre objectif reste pareil, et on est très fidèle, c'est d'être toujours up-to-date. Et je pense qu'on peut parler de la complexité de release management aussi. Oui, donc deux choses, hein. C'est de bouger les gens, on a mis presque 3 ans à le faire, c'est très long, il faut aller contacter, il faut que les gens aient du timing, il faut qu'ils fassent des maps, qu'ils valident. Et puis d'être up-to-date, on arrive à la fin. Donc la map qu'on fait le week-end prochain, on passe de 31 à 33. Donc on fait dans une mise en prod, on passe 2 versions de cube à la fois. Donc on arrive à 33. Donc ouais, on a juste rattrapé. Donc cette année, on a boosté pour rattraper, pour tout automatiser. Donc ça prend du temps. On devait livrer des clusters, on devait amener. Ça fait peut-être 2 ans qu'on a dit on vous livre plus, on vous laisse plus rentrer dans l'ancienne plateforme. Et voilà. Donc le full release management, toute l'automatisation n'était pas prêt. On a passé des bons week-ends aussi à faire beaucoup de choses manuelles. Mais maintenant, on y est, on a l'opérateur qui nous met à jour tous les clusters. On n'est plus trop dépendant du nombre au final. Ça, c'est assez cool. Aussi, on sait qu'on opère les plateformes avec très peu de personnes. Donc, en temps réel humain, on est 2 ingénieurs, 2 ETP pour gérer tous ces clusters. Et pour éviter le risque qu'on perd toutes les connaissances, bien sûr, les partager parmi les 5 personnes fantastiques qu'on va montrer juste après. Mais oui, en temps réel, ça prend le temps de 2 personnes. Et aussi, si on le veut demain, on est arrivé à une maturité telle et de couplement avec le user, c'est que si on le veut, on pourrait être cloud et infra-agnostique. Et je pense que si on me demandait une chose que vous devriez retenir pour ce talk qui est importante, pour moi, je vous dirais, c'est que pour créer des plateformes excellentes, il faut adapter un mindset produit. Donc, connaître vos utilisateurs ou se connaître un peu soi-même. Donc,
la plateforme 1, en fait, on ne l'utilisait pas. Nous, en tant qu'opérateur, on ne l'utilisait pas. On savait, c'était assez complexe, du bambou, il fallait shipper. Donc, on n'était pas du tout utilisateur. Donc, c'est même pas très bien les pains qu'avaient nos utilisateurs. La nouvelle plateforme, on déploie énormément de choses dessus. On gère Artifactory, on a 6 instances d'Artifactory pour la banque. On l'a migré sur Cube. Donc, voilà, on est vraiment utilisateur de notre plateforme aussi maintenant. On utilise l'Argo. On a vraiment utilisé et beaucoup travaillé avec nos users pour mieux les comprendre et essayer de leur donner la meilleure plateforme possible. Take the paint, alors ça à 100%. Donc on ne veut plus les impacter, on veut tout prendre les problèmes qui peuvent survenir, et puis on leur a donné le minimum de ce qu'ils ont besoin pour arriver à gérer. En fait. Sinon, on est un peu out. Un exemple de cette pain-là, je sais pas si vous avez vu dans Cube 1.34, le default qui va sur, dès que vous mettez juste Nginx, ben, ça va chez docker.io, ça se termine. Ben voilà, ça c'est typiquement un impact. Si quelqu'un il a déployé comme ça dans son chart, il a mis juste Nginx, ben, il y aura image not found. Donc nous on va essayer de prendre cette pain peut-être avec Hyverno, on va transformer pour lui, il aura peut-être un out of sync dans Argo, typiquement ce genre de choses. Donc là c'est des impacts de la vie de la plateforme, mais on a aussi essayé vraiment de la construire qu'on les impacte de moins en moins. On a fait 5-6 gros release management cette année sans vraiment impact, quoi. Donc ça c'est vraiment cool. Donc voilà, automatiser, c'est clair que sinon on n'y arrive pas. Donc voilà, 13 secondes, c'est pas mal, on est bien là. Bravo. Donc tout ça pour terminer, encore un grand merci. Voilà l'équipe, voilà la team, on voulait les mettre là parce que c'est quand même un gros travail d'équipe, hein. Tout ça se fait pas tout seul. Donc voilà, bravo à la team, et puis si vous avez des questions, merci à tous. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à poser des questions aux gens qui ont appris à Kelsey Hightower comment faire du cluster de hardware? Oh. Petite question, je me demandais pourquoi vous viez un cluster par application et puis pas des shared clusters. Quel est le rationnel derrière ça? En fait, dans la banque, il faut vraiment voir, les produits n'ont rien à voir. En fait, c'est comme si on était sur Internet, entre guillemets. Un produit, il a son cycle de vie, il a tout, donc on ne voulait pas les mélanger, quoi. On a juste l'infra qui est en dessous, qui est partagé. C'est vraiment ce point-là, quoi. Il a du réseau séparé, on les isole et vraiment séparés. Avec le QV1, on a eu, quand il y a eu Covid, on avait une seule IP pour 150 produits. Puis d'un coup, on a dit, et non, ils sont tous à la maison maintenant. Mais celle-là, il ne faut pas être ça. Donc voilà, des choses comme ça. Et puis aussi, on est allé sur l'infra Golden Pass. Ce que je veux dire sur le DR, le samedi dernier, l'équipe, là, ils sont allés à Lausanne. Ils ont monté les 400 clusters en 15 minutes dans la salle à Lausanne. Mais nous, on n'a rien fait parce qu'on s'est mis, c'est l'équipe VMware qui a travaillé. Cube V1, on devait galérer pour relancer tous les pods dans l'autre cluster. C'était possible aussi, mais ce genre de choses. Donc c'est ça qui nous a beaucoup drivé aussi. Ouais. Ouais, c'est bon, je donne le mien, c'est bon. Merci pour la présentation. 2 questions en une. Comment vous faites pour monter, on va dire, le premier cluster qui vous permet de monter les autres derrière? Et pourquoi avoir développé un opérateur et pas utiliser la Cube API? Ça se trouve, votre opérateur est basé dessus, mais... Ouais. Alors, en fait, le petit tooling qu'on a, il est dans un pod, enfin, il est dans un container. En fait. Donc, on a une machine d'admin. Le Bootstrap, c'est votre fichier c'est un fichier un peu plus bas niveau, on va dire. Et le tooling CTL nous permet de monter le cluster. Après, c'est pour l'automatisation qu'on s'est mis dans un cluster, si on veut. Et l'API, oui, c'est aussi un peu de timing, c'est un peu de monter l'équipe, ce qu'on a fait, d'investir du temps. Le sizing, c'est un peu ça. Et puis un single point of failure. Ouais, c'est un peu un mélange de tout ça. Mais c'est quelque chose qu'on devrait regarder aussi. Ouais. Si vous êtes consommateur des Ingress Nginx, vu les annonces qui ont été faites, est-ce que vous avez regardé l'impact que ça aura sur tous ces clusters et comment maintenir cette stabilité? Non, on a Envoy. on n'a pas Nginx comme contrôle. Vous avez de la chance. Après, si des utilisateurs ont mis Nginx comme pod devant, enfin, voilà. Nous, notre job, c'est que
Ça arrive dans la plateforme et après ça va dans un pod. Si c'est un Nginx, il n'y a pas de souci pour eux. Mais ouais. En fait, la plateforme 1, on avait des petits soucis avec Nginx. Avec tous nos produits, ils me coupaient des fois des flux. Quand quelqu'un déployait un ingress, j'avais des coupures. On est passé sur Trafic pour la plateforme 1, qui marchait super bien, quoi. Petite question vis-à-vis peut-être de l'échelle. Donc on parle de 1700 clusters. Moi, la question que je pose, c'est comment est-ce que vous gérez entre guillemets le monitoring et entre guillemets la réponse à incident sur une telle quantité de clusters, surtout quand vous disiez que vous avez aujourd'hui peut-être plus forcément la vision sur qu'est-ce qui est déployé où, qui gère quel applicatif. Ouais. Comment est-ce que vous gérez Ce qui est hyper important, c'est qu'on a la vision totale des rôles et responsabilités. Donc nous, on a un rôle, c'est que le cluster il tourne, que nos pods techniques y tournent. Donc tout ça, c'est monitoré, tout ça, c'est on-call 24 heures sur 24. Maintenant, quand il y a une application, donc l'application Java qui tourne, ce n'est pas ma responsabilité. Mais ils ont tous les outils pour le monitorer. Donc c'est ça, on a impliqué ça. Donc là, les 1700 clusters sont sous monitoring, on-call. En fait, ce qu'on a monté en premier, c'est le monitoring avant de l'automatisation et tout ça. Donc ce qui est hyper important, on a le Prometheus, on a tous les checks. Et c'est rigolo, des fois on a des petites fibrillations dans l'infrastructure et nous, ça nous saute en premier, quoi. S'il y a du retard sur le DNS, core DNS, tout de suite il s'excite et sur le board, on a tous nos clusters qui sont en rouge. On est peut-être des fois les premiers à aller voir l'équipe réseau ou voir l'équipe storage. Donc, ouais. Non, important, c'est full monitoring en premier et après on automatise. Ouais. Une dernière question. Avec le rachat récent de VMware par Broadcom et puis peut-être quelques problèmes de licence qui arrivent, est-ce que vous regrettez votre choix d'être passé du bare metal blades à du VMware? Je pense que... Alors, deux réponses. Oui et non. Non, parce que là, on a résolu tellement de problèmes de DR, de stabilité, de rôle et responsabilité. Moi, quand j'ai du bar métal, le bar métal, c'est compliqué. Il faut aller voir le fournisseur. Enfin, il y a des problèmes. Donc, on a vraiment bien sizé tout ça. Et là, c'est pas sûr que... Moi, je peux aller sur un autre système de virtualisation sans aucun problème. Je tourne déjà sur de l'EC2. Bon, là, c'est VMware, mais... Dans pas longtemps, on va tourner sur autre chose, sans problème. Merci beaucoup. C'est tout. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup. Attendez, le petit cadeau qui va bien. Alors, c'est pas The Hardware Chocolate, mais... oui, mais c'est dans le thème. Merci beaucoup. Merci. Alors, déjà, merci de nouveau, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Excellent retour d'expérience. Et alors, c'est la pause. De nouveau, vous pouvez aller à l'auditorium A ou au Globe. C'est exactement le même menu des différents sponsors. Il y a des raffles, des concours pour gagner des prix. Principalement, normalement, le tirage sera ce soir. Donc, si vous restez au moins jusqu'à 5 heures, c'est bon, jouez. Sinon, vous risquez de passer à côté. Ça serait dommage. Les talks reprennent à 2 heures. Donc, soyez juste prêts de nouveau. On se la joue toujours à la Suisse. On est là à l'heure. Merci beaucoup.